Ma vie ressemblait à un rêve devenu réalité, un de ceux dont on a peur de se réveiller. J'étais sur le point d'épouser Julian, l'homme que j'avais imaginé pendant des années comme le père de mes enfants, mon partenaire de vie, mon refuge le plus sûr. Tout avait été préparé avec soin. Les fleurs, le menu, la musique, et même les petits détails que seuls nous comprenions. Ma mère pleurait de joie tandis que je me regardais dans le miroir, vêtu de ma robe blanche, pensant que j'avais enfin trouvé le vrai bonheur. Ce que je ne savais pas, c'est que ce mariage, censé sceller une histoire d'amour, marquerait en réalité le début de ma plus grande tragédie. Dès le départ, je savais que je ne pouvais pas marcher vers l'hôtel sans ma meilleure amie, Laura Jenkins, à mes côtés. Elle était plus qu'une amie, ma sœur d'âme, ma confidente, la seule personne qui connaissait chaque recoin de mon cœur. C'est pourquoi je l'avais choisie comme demoiselle d'honneur sans hésiter. Personne n'avait remis en question ma décision, tout le monde connaissait la profondeur de notre lien. Elle souriait avec une tendresse qui semblait sincère en m'aidant avec mon voile, veillant à ce que tout soit parfait. Ce que je ne savais pas, c'est que derrière ses yeux doux se cachait un sombre secret, un secret qui détruirait ma vie de l'intérieur. Nous voulions un mariage intime, loin de l'agitation de la ville. C'est pourquoi nous avions choisi une élégante propriété dans les collines de Virginie, entourée d'arbres centenaires et de jardins fleuris. L'endroit était magique, avec un manoir en pierre majestueux, des chambres chaleureuses et une salle au plafond haut et aux immenses fenêtres laissant entrer la lumière chaude du soleil couchant. Là, entourés de nos familles et de nos amis les plus proches, nous rêvions de célébrer notre amour et de commencer une nouvelle vie ensemble. Rien ne semblait déplacé, tout était harmonieux. Mais cet endroit serait bientôt le témoin de l'effondrement le plus douloureux de mon existence. Nous avions loué toute la propriété pour le week-end afin que nos parents et les membres du cortège puissent y passer la nuit avant et après le mariage. Nous voulions que ce soit plus qu'un simple événement, un moment de communion, de rires partagés et d'anticipation joyeuse. La veille, nous avions tous dîné ensemble sur la terrasse, éclairés par des guirlandes lumineuses, avec une musique douce en fond et des verres de vin à la main. Julian semblait calme, presque affectueux, et Laura ne quittait pas mon côté, comme toujours. Personne ne soupçonnait que derrière cette tranquillité, une tempête se préparait, une tempête qui changerait nos vies pour toujours. Cette nuit-là, je me suis couché le cœur plein d'espoir, repassant mentalement chaque moment de la journée, convaincu d'avoir enfin trouvé le bonheur. Je me suis endormi tard, nerveuse mais heureuse, imaginant le moment où je marcherais vers Julian dans ma robe blanche. Le lendemain matin, les premiers rayons de soleil ont traversé la fenêtre, et je me suis réveillé avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis l'enfance. Laura fut la première à entrer dans ma chambre, m'apportant un petit déjeuner avec un sourire que je me rappelle maintenant comme un masque. Je me sentais reconnaissante, excitée et en sécurité. Je ne pouvais pas savoir que plus rien n'était réel. Quand le moment est venu, mon père m'a pris le bras, et nous avons marché vers le jardin où tout le monde nous attendait. Le son doux des instruments à cordes, les pétales blancs sur le sol, les regards émus de nos proches, tout semblait sortir d'un livre de contes. Julian m'attendait au bout de l'allée, les yeux brillants et le sourire qui m'avaient fait tomber amoureuse de lui tant de fois. Je marchais vers lui, retenant mes larmes, convaincu que je faisais le pas le plus important et le plus beau de ma vie. Personne n'aurait pu deviner que mon « oui » serait en réalité le début de ma plus grande douleur. Quand l'officiant nous a demandé si nous acceptions d'unir nos vies, je n'ai pas hésité une seconde. Ma voix tremblait mais restait ferme lorsque j'ai dit « oui ». Mes yeux, pleins d'amour, étaient fixés sur Julian. Lui aussi a dit « oui » avec un sourire, bien que pendant un instant, j'ai cru voir son expression s'assombrir juste après. J'ai pensé que c'était simplement la nervosité, cette légère anxiété que nous ressentons tous face à un si grand pas. Nous nous sommes embrassés sous les applaudissements, entourés de fleurs blanches et de larmes d'émotion. À cet instant, je croyais que tout en valait la peine, que notre amour était réel. La célébration fut exactement comme nous l'avions imaginé. Intime, élégante et pleine de joie. Nous avons dîné sous un ciel étoilé, avec une musique douce en fond et des bougies allumées sur chaque table. Il y avait des moments de rire, d'anecdotes et d'étreintes qui semblaient sincères, comme si nous faisions tous partie de quelque chose d'éternel.
Julien parlait avec les invités et riait, mais il y avait quelque chose de distant dans la manière dont il me regardait. Je ne voulais pas y penser trop. Je me disais qu'il était simplement fatigué par toute l'organisation et j'ai décidé de profiter de chaque seconde. Mon père s'est levé, ému, pour porter un toast à notre union, parlant de sa fierté envers moi et de la manière dont il avait vu notre amour grandir. Tout le monde a applaudi, et Julien a levé son verre avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, comme s'il forçait l'émotion. Je le regardais, cherchant cette étincelle habituelle, mais je ne trouvais qu'un étrange silence dans son regard. Je me disais que j'étais peut-être trop sensible, que je ne devais pas chercher des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais au fond, quelque chose en moi commençait à se fissurer, même si je ne le savais pas encore. Après la fête, nous sommes montés ensemble dans la suite nuptiale, un espace chaleureux et élégant que nous avions décoré de fleurs et de bougies pour rendre cette nuit inoubliable. Mon cœur battait fort, un mélange d'excitation et de nervosité à l'idée de cette nuit, la première en tant que mari et femme. J'ai fermé la porte doucement, voulant prolonger ce moment intime, croyant que nous allions sceller notre histoire avec amour. Julien a posé sa montre sur la table de chevet, a enlevé ses chaussures sans me regarder et a soupiré lourdement. Je me suis approché pour l'enlacer, et c'est alors que je l'ai entendu. « Je suis fatigué », a-t-il dit, sans me regarder, d'un ton sec et plat, comme si je n'étais même pas là. Je suis resté figé, essayant de comprendre si c'était une blague, s'il s'était passé quelque chose que je n'avais pas vu. Mais son visage était sérieux, distant, totalement dépourvu d'émotion ou de désir. Il a tourné le dos, a déboutonné sa chemise et s'est dirigé directement vers le lit jumeau dans un coin de la pièce. Il n'a pas dit bonne nuit, ne s'est pas retourné. Il a simplement éteint la lumière, laissant la pièce dans un silence qui faisait plus mal qu'un cri. Je me suis assise sur le bord du lit conjugal, ne sachant que faire de mon corps ou de mes pensées, me sentant invisible lors de la nuit la plus importante de ma vie. J'ai attendu pendant ce qui m'a semblé des minutes interminables un geste, un mot, une explication, mais tout ce que j'ai obtenu, c'était le son de sa respiration calme de l'autre côté de la pièce. Je me suis allongé lentement sur le lit, incapable de retenir mes larmes, essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas sembler pathétique. La pièce sentait les fleurs fraîches, mais dans ma poitrine, tout se fanait. C'est ainsi que j'ai passé ma première nuit en tant qu'épouse. Seule, confuse, avec une âme brisée. Je ne sais pas combien de temps je suis resté éveillé, fixant le plafond, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar, que Julien viendrait me prendre dans ses bras par surprise. Mais les heures ont passé, le silence était absolu, et son corps restait immobile dans le lit jumeau, aussi loin de moi que si nous étions deux étrangers. À un moment, l'épuisement a pris le dessus, et j'ai fermé les yeux. Mais je n'avais pas dû dormir plus de 30 minutes lorsqu'un bruit étouffé m'a réveillé en sursaut. Je me suis assise, le cœur battant, confuse, essayant de comprendre d'où il venait. J'ai tourné la tête, et le lit de Julien était vide. Je me suis levé lentement, mes pieds nus sur le sol froid, ressentant un nœud dans l'estomac que je ne pouvais expliquer. J'ai marché jusqu'à la porte, l'ai ouverte avec précaution et j'ai entendu le bruit à nouveau. Un gémissement court, étouffé, comme si quelqu'un essayait de ne pas faire de bruit. Le couloir était sombre, seulement éclairé par une faible lumière provenant d'une pièce au bout. Je suis resté là quelques secondes, essayant de me convaincre que c'était peut-être un film, une voix à la télévision, quelque chose de logique. Mais quelque chose en moi savait déjà que j'étais sur le point d'entendre ce que je n'aurais jamais dû entendre. Je me suis forcé à avancer, toujours sans faire de bruit. Et c'est alors que je me suis souvenu que cette pièce appartenait à ma belle-mère, la mère de Julien. Elle avait dit à la fin du dîner qu'elle se sentait malade et qu'elle devait aller en ville chercher des médicaments. Elle n'était pas revenue depuis, et personne ne semblait s'être inquiété de son absence. Mon esprit a commencé à assembler l'impossible, mais mon cœur refusait d'y croire. Que faisait Julien là-dedans, au milieu de la nuit, dans la chambre de sa mère, qui était censée être vide? J'ai fait un pas de plus. Les gémissements continuaient. Je me suis avancé dans le couloir, le cœur battant, une sueur froide coulant dans mon dos, essayant d'étouffer chaque pas pour ne pas alerter ceux qui étaient à l'intérieur. Ce n'était plus seulement le bruit qui me dérangeait, mais le fait que Julien n'était pas dans notre chambre, la nuit de notre mariage.
À cet instant précis, dans cette partie de la maison, quelque chose en moi a commencé à connecter des pièces éparses, des détails que j'avais ignorés, des regards qui ne m'avaient pas semblé importants auparavant. Je ne voulais pas y penser. Je ne voulais pas l'imaginer. Mais mes pieds savaient déjà où ils allaient, et mon âme avait un pressentiment. Elle était sur le point de se briser. Je me suis arrêté juste devant la porte de la chambre de ma belle-mère, celle qui était censée être vide cette nuit-là, et j'ai senti mes mains trembler de manière incontrôlable. À l'intérieur, les gémissements continuaient, plus bas maintenant, comme si quelqu'un retenait son souffle, comme s'il savait que quelqu'un écoutait. J'ai dégluti avec difficulté et j'ai collé mon oreille au bois, retenant ma respiration un instant pour entendre plus clairement. Un léger grincement de lit, un soupir étouffé, puis une voix de femme. J'ai fermé les yeux très fort, espérant me tromper. Mais je l'ai reconnue instantanément. C'était Laura. Aucun doute possible. Sa voix était immistakable. Des murmures brisés, un mélange de plaisir et d'urgence, mêlé de petits rires que j'avais entendus tant de fois dans la confidence. J'ai ressenti un coup violent dans la poitrine, comme si quelqu'un m'avait jeté au sol sans prévenir. Je me suis appuyé contre le mur, étourdi, ne sachant pas si je devais crier, fuir ou m'évanouir sur place. Tout ce que nous avions partagé, tous nos secrets, les longues discussions d'adolescence, les promesses de loyauté, tout s'est effondré avec ce son. Et le pire était encore à venir. Puis j'ai entendu sa voix. La voix grave et immistakable de Julian, murmurant le nom de Laura entre des halètements bas qui ne laissaient aucun doute. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, l'air devenir épais, et je perdais mon souffle. C'était la voix de mon mari, l'homme qui, quelques heures plus tôt, m'avait promis un amour éternel devant tout le monde. Et maintenant, il était là, au milieu de la nuit, partageant le lit qu'il avait refusé de partager avec moi, avec ma meilleure amie. Les larmes sont venues sans que je puisse les arrêter, mais je n'ai pas fait un seul bruit. J'ai posé mon front contre le mur, tremblante, me sentant plus petite que jamais dans ma vie. J'avais du mal à comprendre comment cela pouvait arriver, la nuit de mon mariage, dans la maison où je croyais que tout commençait. Chaque mot, chaque gémissement était un poignard planté directement dans mon âme. Et pourtant, je n'ai pas bougé. J'ai décidé de rester là, planté devant la porte, sans faire de bruit, attendant qu'ils sortent pour pouvoir les affronter. J'avais besoin de voir leurs visages, d'entendre leurs excuses, de confirmer de mes propres yeux ce que j'avais déjà entendu. Le temps est devenu éternel. Chaque minute était une torture, et mon cœur battait contre ma poitrine avec une force sauvage. J'ai fermé les yeux, je les ai rouverts, et j'étais toujours là. Je n'ai pas fui. La porte s'est ouverte soudainement, et Julian est sorti, la chemise déboutonnée, la ceinture de travers, passant ses mains dans ses cheveux comme s'il ne s'attendait à trouver personne. Quand il m'a vu debout devant lui, il s'est figé une seconde, les yeux écarquillés, la culpabilité tatouée sur son visage. Il n'a rien dit. Il s'est juste retourné, comme s'il cherchait une explication à sa propre trahison. Puis elle est apparue. Laura est sortie derrière lui, les cheveux en désordre, le maquillage étalé, sa robe froissée, tenant ses talons à la main. Quand elle m'a vu, elle s'est figée, clouée sur place, comme si elle avait vu un fantôme, incapable de prétendre ou de soutenir mon regard. Je n'avais pas besoin de plus de preuves. L'image d'eux deux ensemble, en silence, avec la culpabilité dans leur corps, parlait plus fort que 1000 mots. Et pourtant, j'ai osé demander pourquoi. Je me suis tenu devant eux sans bouger d'un pouce, bloquant leur chemin, le corps tendu et la voix brisée par la colère et la douleur. Je leur ai demandé comment ils avaient pu faire ça, comment ils avaient eu le sang-froid de me trahir la nuit de mon mariage. Julian ne savait pas où regarder. Laura n'a même pas essayé de feindre la surprise. Le silence fut leur première réponse, comme s'ils s'attendaient à ce que je parte sans rien dire. Mais je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas tu. Je ne leur ai pas offert cette issue. Puis Julian a haussé la voix, nerveusement, et m'a dit que je me trompais, que rien ne s'était passé, qu'il n'avait fait qu'aider Laura à récupérer des affaires que sa mère avait laissées dans la chambre. Son mensonge était si maladroit, si absurde, qu'un instant, il m'a fait encore plus mal que la trahison elle-même. Laura n'a pas dit un mot. Elle baissait simplement les yeux pendant qu'il continuait à inventer des excuses,
chacune plus fragile que la précédente. Il me regardait comme si c'était moi qui perdais le contrôle, mais il n'y avait plus de place pour son théâtre. Je lui ai dit que j'avais tout entendu. Chaque murmure, chaque gémissement, chaque mot qu'il n'aurait jamais dû partager. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, que son silence avait déjà tout dit. Alors Julian a baissé les épaules, fermé les yeux et a finalement admis, d'une voix basse, comme s'il n'avait plus la force de continuer la mascarade. Il n'a pas dit qu'il était désolé. Il n'a pas expliqué pourquoi il l'avait fait. Il a juste dit qu'il était confus depuis un moment, comme si cela justifiait sa trahison. Laura a éclaté en sanglots dès qu'elle a entendu sa confession. Elle a couvert son visage de ses mains et a répété sans cesse qu'elle était désolée, qu'elle n'avait pas voulu me faire de mal, qu'elle ne savait pas comment les choses en étaient arrivées là. Ses pleurs ne m'ont pas touché. Il était trop tard pour les larmes, trop tard pour les regrets. Pendant des années, elle avait été la personne en qui j'avais le plus confiance. Et elle m'avait poignardé dans le dos sans une seconde d'hésitation. Elle n'était plus mon amie. Elle n'était même plus une étrangère. Elle était une menace. Et devant moi, il n'y avait qu'une femme vide. Je sentais quelque chose en moi se briser en 1 million de morceaux, quelque chose qui n'avait ni forme ni nom, mais qui contenait tout ce que j'étais. Mes jambes tremblaient, ma poitrine brûlait, et je pouvais à peine respirer, comme si l'air lui-même me trahissait, tout comme eux. Je ne pleurais plus. Il ne me restait plus de larmes, seulement une rage muette et sèche qui me consumait de l'intérieur. Mon mariage s'était transformé en cauchemar, et je n'étais plus la même personne. Je n'ai plus rien dit. Je suis retourné dans la chambre, j'ai rassemblé mes affaires sans regarder personne et je suis descendu, toujours en robe, le visage en feu, l'âme en morceaux. Personne ne m'a suivi. J'ai traversé le jardin pieds nus, ignorant le froid du petit matin et le brouillard qui commençait à recouvrir le sol. Je voulais juste m'éloigner, disparaître, respirer un air qui ne sentait pas le mensonge. Et c'est ainsi que je suis parti, sans un au revoir, sans une explication, avec le cœur brisé mais ma dignité intacte. J'ai marché pendant des heures, sans destination, sur des routes désertes, ma robe traînant dans la poussière, mon maquillage formant une ombre triste sous mes yeux. Personne ne passait, personne ne demandait, et d'une certaine manière, j'étais reconnaissante que le monde continue de tourner sans connaître ma tragédie. Je me suis assise sur un banc à côté d'un champ sec, frissonnant de froid, repassant en boucle ce que j'avais entendu et vu. Je ne comprenais pas quand tout avait si mal tourné. C'était la nuit de mon mariage, et j'étais seul, brisé, perdu. Quand le ciel a commencé à s'éclaircir, j'ai rebroussé chemin, guidé plus par l'épuisement que par une décision consciente. La propriété était encore silencieuse, dormant sous la faible lumière de l'aube, comme si rien ne s'était passé. Je suis entré par la porte de derrière sans un bruit, me sentant comme une intruse dans un lieu qui, quelques heures auparavant, avait été le théâtre de mon bonheur. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais quelque chose en moi avait besoin de clore cette histoire. Je ne pouvais pas partir sans dire la vérité. La salle à manger était remplie de voix douces, d'assiettes de fruits, de tasses de café et des sourires d'inconnus, comme si tout suivait son cours naturel. Mes parents, mes beaux-parents, le cortège nuptial, tous discutaient sans rien savoir, ignorant de ce qui s'était passé dans l'obscurité. Je suis resté à observer depuis l'entrée, sentant une colère froide grandir en moi face à toute cette normalité. Personne ne m'avait cherché. Personne ne semblait avoir remarqué mon absence. J'ai essuyé mon visage discrètement, je suis entré et j'ai demandé leur attention. D'une voix ferme, plus calme que ce que je ressentais à l'intérieur, j'ai demandé à tout le monde de se réunir dans le grand salon. Je ne voulais ni drame ni détour. J'avais quelque chose à dire, et je n'allais plus attendre. Mon père m'a regardé avec une expression inquiète. Ma mère s'est levée immédiatement, et un par un, tous sont venus, confus et expectants. Je n'ai pas vu Julian ni Laura parmi eux, et cela en disait long. Alors que tout le monde prenait place, mes yeux ont balayé la pièce, cherchant une dernière apparition lâche de leur part. Mais ni Julian ni Laura n'étaient là. Ils n'avaient pas osé se montrer, et leur absence confirmait tout sans qu'un mot de plus soit nécessaire. Mes parents l'ont compris immédiatement et m'ont regardé avec malaise, comme s'ils savaient déjà que ce que j'allais dire n'était pas anodin. Et puis,
Sans trembler, j'ai parlé. Je les ai remerciés d'avoir été là pour ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de ma vie. Et puis, sans hésiter, j'ai dit la vérité. J'ai dit que j'avais découvert Julian et Laura ensemble dans la chambre de sa mère, la nuit de mon mariage, me trahissant sans honte ni regret. J'ai entendu des murmures, vu des sourcils froncés, des visages tendus, et j'ai senti leur incrédulité. Mais ma voix n'a pas vacillé, car pour la première fois en des heures, je sentais que je reprenais le contrôle. Le silence a envahi la pièce comme une vague qui emporte tout sur son passage, et personne ne savait comment réagir au début. Ma mère a couvert sa bouche. Mes beaux-parents ont baissé les yeux, comme s'ils ne pouvaient supporter le poids de la honte. Certains se sont levés. D'autres me regardaient comme s'ils ne pouvaient pas y croire. Personne n'a dit que ce n'était pas vrai. Personne n'a essayé de les défendre, car au fond, tout le monde savait que je n'étais pas capable de mentir sur quelque chose comme ça. D'une voix claire, j'ai annoncé que j'avais l'intention d'annuler le mariage, que je ne voulais plus rien avoir à faire avec Julian ou Laura, et que j'espérais que personne n'essaierait de me convaincre du contraire. Je ne voulais ni pitié ni sympathie, juste du respect pour ma décision. Mon père s'est levé et m'a enveloppé dans une étreinte silencieuse et ferme, comme pour me dire qu'il était fier de moi. Personne n'a applaudi. Personne n'a protesté. Ils m'ont laissé partir. En quittant la pièce, j'ai entendu ma belle-mère sangloter doucement et son mari essayer de la consoler sans succès. Mes propres parents avaient les Midlands rouges, non pas de tristesse, mais d'impuissance, de colère de ne pas avoir pu me protéger. Je sentais que je laissais derrière moi non seulement un mariage, mais une version entière de moi-même qui n'existait plus. La déception flottait dans l'air comme un parfum amer que tout le monde respirait. Et au milieu de tout cela, je suis parti sans me retourner. J'ai quitté la propriété sans regarder en arrière, n'emportant rien d'autre que ma dignité. La robe blanche était tachée de poussière, de larmes et d'une histoire qui ne m'appartenait plus. J'ai marché vers la route, la tête haute, comme quelqu'un qui survit à une tempête sans se perdre. Je n'ai répondu ni aux appels, ni aux messages, ni aux questions. Cette partie de ma vie était morte pour moi. Quand je suis rentré chez moi, l'âme encore à vif, j'ai contacté un avocat et j'ai demandé le divorce sans délai. Je ne voulais ni jour de réflexion, ni conseils familiaux, ni seconde chance. Je voulais clore ce chapitre avec la même fermeté avec laquelle je l'avais vécu. J'ai remis les documents et j'ai refusé de revoir Julian, ni pour parler ni pour signer. Je n'étais plus la femme qui avait dit « oui » à cet hôtel. Des semaines plus tard, on m'a dit que Julian avait emménagé avec Laura, comme si leur trahison faisait partie d'un plan romantique. Ils se promenaient ensemble comme si rien ne s'était passé, comme si le mal qu'ils m'avaient fait n'existait pas. Ils pensaient avoir trouvé le véritable amour, celui qui justifie l'injustifiable. Mais la vie, tôt ou tard, rend ce que l'on sème, et la leur n'a pas tardé à pourrir. Quelques mois plus tard, des rumeurs ont commencé à circuler sur leur dispute constante, des cris que les voisins entendaient à travers les murs. Laura ne souriait plus avec la même assurance qu'avant, et Julian passait des heures hors de la maison pour l'éviter. Ce qui avait commencé comme une passion interdite s'est transformé en méfiance et reproches routiniers. Elle avait détruit une amitié pour un homme qui ne savait aimer personne, et lui s'ennuyait à nouveau. Un jour, sans prévenir, Julian a disparu de l'appartement qu'il partageait avec Laura, ne lui laissant qu'une note et un mensonge. Il l'avait trompée avec une autre femme, plus jeune, une femme qui ne connaissait pas leur histoire. Il avait répété son schéma, car ce n'était jamais de l'amour, juste de l'ego et un caprice. Laura s'est retrouvée seule, dévastée, sans partenaire, sans amis, sans crédibilité. Et elle a enfin compris ce qu'elle m'avait fait. Laura, sans Julian et sans le soutien de personne, a lentement perdu le peu qu'il lui restait. Ses anciens amis lui ont tourné le dos. Ma famille ne lui a plus jamais adressé la parole, et son monde s'est effondré comme un château de sable. Elle a essayé de trouver du soutien, mais elle n'avait plus personne à appeler. On n'oublie pas une trahison comme celle-là. Et elle a enfin ressenti ce que signifie être complètement seule. De mon côté, j'ai décidé de me plonger dans mon travail, de me reconstruire de l'intérieur sans chercher ni vengeance ni explication. J'ai ouvert les yeux, je me suis entouré de nouvelles personnes et j'ai appris à prendre des décisions depuis un lieu de calme.
J'ai investi en moi, dans mon entreprise, dans mes idées, et petit à petit, la tristesse a cédé la place à la clarté. J'ai découvert que je pouvais être heureuse sans dépendre de personne. Et pour la première fois, j'ai commencé à être fier de moi. J'ai ouvert un deuxième magasin, puis un troisième, et en moins d'1 an, mon nom a commencé à résonner dans l'industrie avec respect et admiration. Les clients, les fournisseurs, les magazines professionnels voulaient tous savoir qui était cette femme qui avait construit un petit empire à partir de rien. Mais je ne cherchais pas la reconnaissance. Je cherchais juste la stabilité. L'indépendance dont j'avais toujours rêvé, je la construisais de mes propres mains, et personne ne pouvait me l'enlever. 3 ans ont passé. Ma vie était différente, sereine, solide, sans tumulte ni blessures ouvertes. Repenser à cette nuit ne faisait plus mal. Au contraire, cela me rappelait jusqu'où j'étais arrivé depuis. J'avais laissé Julien, Laura et tout ce qu'ils représentaient derrière moi. J'avais appris à être seul sans me sentir vide. Et juste quand je ne cherchais pas, l'inattendu s'est produit. C'était lors d'une réunion d'affaires, pendant une présentation avec d'autres entrepreneurs, que je l'ai rencontré. Il s'appelait Daniel Jackson, et il parlait avec une confiance calme qui n'était pas intimidante, mais captivante. Il n'essayait pas de m'impressionner ou de se vendre. Il m'écoutait attentivement et me posait des questions que personne ne m'avait jamais posées. Je n'ai pas ressenti de papillon, j'ai ressenti de la paix. Et à cet instant, j'ai su que quelque chose allait commencer. Avec Daniel, tout était différent dès le début. Pas d'urgence, pas de promesses vides, juste des conversations sincères, du respect mutuel et des silences qui n'étaient pas gênants. Il ne me pressait pas, n'essayait pas de combler un vide. Il m'accompagnait naturellement, me laissant définir le rythme. Lentement, j'ai commencé à attendre ses messages avec impatience, à entendre sa voix, à manquer la manière dont il me regardait. Ce n'était pas une passion folle, c'était quelque chose de plus profond. C'était une paix que je n'avais jamais ressentie avec personne auparavant. Au début, je ne faisais même pas confiance à mon propre bonheur, comme si j'attendais que quelque chose tourne mal à tout moment. Mais Daniel comprenait sans que j'aie à l'expliquer. Il était patient, inébranlable, constant. À chaque geste, il me montrait qu'on peut aimer sans détruire, sans mentir, sans utiliser l'autre comme une bouée de sauvetage. J'ai appris à faire confiance à nouveau, non pas parce qu'il me l'a demandé, mais parce que sa manière d'être avec moi me le permettait. Et avec cela, j'ai enfin guéri la blessure que Julien avait laissée. Quand nous avons officiellement commencé à sortir ensemble, tout s'est déroulé naturellement, sans besoin de me cacher ou de me justifier. Les gens autour de moi ont remarqué le changement. Je n'étais plus la femme qui survivait, j'étais la femme qui vivait. Avec Daniel, j'ai partagé des voyages, des projets et des moments simples qui devenaient inoubliables. Il ne me promettait pas un avenir, il m'offrait un présent solide. Et après tout ce que j'avais traversé, cela valait tellement plus. Je ne sais pas comment, mais Julien a appris que j'étais avec quelqu'un et m'a bientôt envoyé un message plein de ce qui était censé être de la nostalgie. Il disait qu'il était heureux de savoir que j'allais bien, qu'il pensait parfois à ce que nous avions perdu, et qu'il me souhaitait le meilleur. Mais entre les lignes, on sentait l'amertume de quelqu'un qui ne supporte pas de voir heureuse la personne qu'il pensait avoir détruite. Je n'ai pas répondu. Je ne devais rien à l'homme qui m'avait tout pris et qui n'avait pourtant pas pu me briser. Un après-midi, sans prévenir, Julien s'est présenté à la porte de mon magasin, plus maigre, les yeux ternes, ses vêtements semblants porter le poids lourd de la vie. Il m'a demandé 5 minutes. Il disait avoir besoin de clore cette histoire, qu'il n'avait pas cessé de penser à moi. Je l'ai regardé calmement, sans colère, sans tristesse. Ça ne faisait plus mal. Il n'avait plus d'importance. Je lui ai demandé de parler vite, que je n'avais pas le temps de regarder en arrière, et il a commencé à dire qu'il avait fait une erreur, qu'il avait été lâche, qu'il m'avait perdu parce qu'il n'avait pas su m'apprécier. Je l'ai écouté sans l'interrompre, sans émotion sur le visage, comme quelqu'un qui écoute la pluie derrière une fenêtre fermée. Quand il a fini, je l'ai regardé fermement et lui ai dit qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur moi, que nous n'existions plus, qu'il ne devait pas penser qu'il pouvait récupérer ce qu'il avait lui-même détruit. J'ai clairement dit que je ne voulais plus le voir, qu'il n'y avait pas de place pour lui dans mon présent ni mon avenir. Pas d'insultes,
pas de cri, juste un refus ferme, froid, définitif. Julian a essayé de sourire, comme s'il croyait encore pouvoir me faire vaciller, mais il n'était plus l'homme qui me faisait trembler autrefois. Maintenant, il semblait juste petit, étranger, insignifiant. Je lui ai demandé de partir, et cette fois, c'est moi qui ai fermé la porte. Avant de partir, ses yeux étaient remplis d'une frustration contenue, comme s'il ne supportait pas de voir que j'étais heureuse sans lui. Il a marmonné quelque chose sur la rapidité avec laquelle j'avais tourné la page, comme s'il voulait me blesser. Mais je n'ai pas réagi. Ce qui m'aurait brisé avant glissait maintenant sur moi. Il est parti sans dire au revoir, les épaules basses, sachant qu'il m'avait perdu pour toujours, car il n'y avait pas de retour en arrière. Quand le silence est revenu, je me suis assise à mon bureau et j'ai pris une profonde inspiration, comme si je pouvais enfin vivre ma propre vie sans ombre. Je n'ai ressenti ni euphorie ni triomphe, juste un calme, celui qui vient quand on sait qu'on a clos le chapitre le plus difficile sans se salir les mains. Je n'étais plus une victime, une survivante, ou l'ex de quelqu'un. J'étais moi, entière, paisible, en paix. Daniel est entré quelques minutes plus tard, ignorant ce qui s'était passé. Mais en me voyant, il m'a enlacé sans un mot. Il n'avait pas besoin d'explication. Il offrait simplement sa présence, son soutien, son amour inconditionnel. Je l'ai regardé et j'ai su que la vie, avec toutes ses blessures, m'avait mené à lui pour une raison. À ses côtés, je ne me sentais pas étourdi, je me sentais chez moi, et j'ai enfin compris ce qu'était le véritable amour. J'ai réalisé que rien dans la vie n'est garanti, que même l'amour le plus promis peut se briser sans prévenir, et que la loyauté ne vient pas toujours des personnes les plus proches. Mais j'ai aussi découvert que la douleur n'est pas la fin de quoi que ce soit, mais le début de quelque chose qu'on ne peut pas encore imaginer. Les ruines de ce que j'étais autrefois m'ont donné le terrain parfait pour me reconstruire, plus ferme, plus libre. J'ai appris que quiconque survit à une trahison aussi profonde ne se contente pas de récupérer, il renaît. Et j'étais rené. Aujourd'hui, je regarde en arrière sans colère ni ressentiment, car le passé n'a plus d'emprise sur moi. Je suis toujours avec Daniel. Mon magasin continue de croître, et ma vie est paisible, lumineuse, pleine. Je ne cherche plus l'approbation, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je dois seulement être fidèle à ce que je ressens et à qui je suis. Ce n'est pas une histoire de vengeance, mais de dignité. Car mon heureux dénouement n'est pas venu d'une autre personne, il est venu de moi. Je n'ai plus jamais croisé Julian ou Laura, et je n'en avais pas besoin. Pas parce que je leur avais pardonné, mais parce qu'ils n'occupaient plus aucun espace en moi. Parfois, on me demande si je ferai à nouveau confiance à quelqu'un après ce que j'ai vécu, et je réponds toujours la même chose. Non seulement j'ai fait confiance à nouveau, mais j'ai appris à mieux choisir. Daniel n'est pas venu me sauver, il m'a trouvée entière et m'a choisi ainsi. Je sais que mon histoire n'est pas unique. Il y a beaucoup de femmes qui ont été trahies, humiliées ou abandonnées juste quand elles pensaient tout avoir. Mais si je veux leur laisser quelque chose, c'est ceci. Ne vous laissez pas briser par quelqu'un qui ne sait pas aimer. Ne restez pas là où il n'y a pas de respect. L'amour le plus fort est celui que vous avez pour vous-même. Tout le reste, quand il vient, ne devrait être qu'un complément, jamais le centre. Aujourd'hui, j'écris ceci depuis la terrasse de ma maison, avec une tasse de thé, tandis que Daniel lit un livre à côté de moi et que le soleil commence à se coucher. La paix ne ressemble pas à des feux d'artifice. Elle ressemble à un silence partagé, au respect mutuel, et à savoir qu'il ne manque rien. Si vous avez déjà pensé que le véritable amour n'était pas pour vous, laissez-moi vous dire quelque chose. Il ne vient pas quand vous l'attendez, il vient quand vous choisissez enfin vous-même. Parfois, quand je marche seul dans les rues de mon quartier, je m'arrête devant une vitrine et je vois mon reflet. Je ne cherche plus l'approbation de quiconque dans mes yeux, ni l'amour dont je rêvais enfant. Je cherche seulement à me reconnaître. Et je suis là, avec des cicatrices, oui, mais aussi avec une force que je confondais autrefois avec de la faiblesse. J'ai appris que la douleur vous brise, mais elle vous reconstruit aussi, plus consciente, plus vous. Je garde une boîte avec des souvenirs de ce jour qui a tout changé, pas pour me torturer, mais pour ne pas oublier jusqu'où je suis arrivé depuis. Chaque fleur séchée, chaque photo,
Chaque détail de la robe est un témoignage d'une version de moi qui est morte cette nuit-là et qui a laissé place à la femme que je suis aujourd'hui. Je ne jette pas cette boîte. Je l'embrasse et je la respecte, car sans elle, je ne serais pas ici. Daniel me regarde parfois comme s'il ne comprenait pas comment quelqu'un d'aussi blessé peut aimer avec autant de calme, et je lui souris, non pas parce que le passé ne fait pas mal, mais parce qu'il ne me contrôle plus. Quand l'amour est réel, il n'exige pas de sacrifices absurdes ou de se faire petit. Le véritable amour commence quand vous décidez de ne plus mendier l'affection, quand vous savez que celui qui vous choisit doit vous choisir librement. Et ainsi, mon histoire ne se termine pas par un baiser sous la pluie ou un mariage de conte de fées. Elle se termine avec une tasse de thé, une main à tenir et un cœur paisible. Car j'ai compris que le vrai heureux dénouement, ce n'est pas de trouver l'homme parfait, mais de devenir la femme qui n'a plus besoin d'être sauvée de quoi que ce soit, juste de vivre en paix, en vérité et en amour. Avez-vous aimé mon histoire? Et de quelle ville écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si l'histoire vous a plu, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse continuer à partager des histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'ai hâte de lire vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour la prochaine histoire de vie, avec amour et respect.